L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Le film publicitaire pour le cognac Hennessy, Les Picards. En 1931, Auguste Piccard devint le premier homme à atteindre la stratosphère. En 1960, son fils Jacques devint le premier homme à atteindre le point le plus profond des océans. Auguste Piccard, 1884-1962. Jacques Piccard, 1922-2008. Auguste Piccard, 1884-1962. Jacques Piccard, 1922-2008. Bertrand Piccard, le petit-fils. Clinton Piccard, la rencontre surprise. Publicité, Bertrand Piccard, troisième génération d'explorateurs.
Suite à ce succès, Bertrand Piccard reçoit la Légion d'honneur, l'Ordre olympique ainsi que les plus hautes distinctions de la Fédération aéronautique internationale, de la National Geographic Society et de l'Explorer Club, professeur honoraire ainsi que docteur et sciences et DS lettres honoris causa. Il obtient également le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Un philanthrope. Le climat rappelle les partis à l'ordre. C'est sûr, Bertrand Piccard est un type très bien, sympathique, charismatique et convaincant. Son copilote n'est pas mal non plus, même si on sait qu'il ne se déplace pas autrement qu'en hélicoptère, même pour des déplacements privés, ce qui gomme partiellement son image de militant écologiste. Solar Impulse, l'avion solaire. Un avion solaire, magnifique, mais moins de 50% de l'énergie utilisée par les moteurs au cours du vol est fournie par les cellules solaires. Le reste provient de batteries embarquées qui sont rechargées au sol avec de l'électricité produite de façon traditionnelle et polluante, grâce à des centrales alimentées au fioul, au gaz, au charbon ou à l'énergie nucléaire. On repassera donc pour la lutte contre le réchauffement climatique par la promotion de nouvelles énergies douces. Plus choquant, derrière l'exploit aéronautique personnel de pilote, il y a le travail d'une équipe qui emploie plus d'une centaine de personnes à travers le monde. La propre consommation énergétique de cette équipe, qui se déplace en avion ou en voiture et dont les équipements fonctionnent à l'électricité. Personne n'a jamais osé calculer l'empreinte carbone réelle de Solar Impulse, celle du projet, pas celle de l'avion, sans doute parce qu'elle ridiculiserait les promoteurs de cette aventure plus médiatique que strictement écologique. Décidément, Piccard et Borchberg semblent les bisounours un peu naïfs du nouveau politiquement correct environnemental. L'arnaque écologique de Solar Impulse. L'avion Solar Impulse se transforme en projet à portée militaire. Vendu l'an dernier à une discrète start-up, l'avion Solar Impulse, présenté comme le futur de l'aviation propre, va servir de base de développement à un drone de surveillance à l'attention notamment du secteur militaire. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai vu la fusée Apollo 11 décoller pour la Lune. J'avais 11 ans à l'époque. Wernher von Braun, l'inventeur des fusées Apollo et ami de la famille, m'avait invité à suivre le lancement à Cap Canaveral. J'ai pensé alors, ces astronautes ont un rêve qui est plus grand que leur peur d'échouer. Ces héros osent l'impossible. Ils entreprennent quelque chose qu'aucun homme n'a jamais fait avant eux. C'est cela l'esprit pionnier. Ce moment a été l'un des tournants de ma vie. Imposteur et fils de famille. Wernher von Braun, l'ancien nazi et l'opération Paperclip, le père des V2, le père de la NASA. Mais revenons à nos Piccard, à l'Auguste Piccard, dont Hergé fit le professeur Tournesol. Hergé, la Lune, von Braun, décidément. Réalité, imposture, qu'est-ce qui est sous nos yeux? Horizon, courbure, dôme, disque plat. Mais revenons au film. L'ascension en ballon pressurisé. Piccard était avec son coéquipier Kipfer. À une altitude de 10 miles dans un ballon pressurisé. Le petit journal, le petit 20e. Ils arrivent. Où aller? Eh bien, sur la Lune, pardi. L'illustré. Le 4 juin 1931. L'illustration du 27 août 1932. Popular Science 1931. Août 1931. À 10 miles d'altitude dans un ballon pressurisé. Une ascension de 10 miles ouvre la voie, ou pave le ciel. Paver le ciel, c'est moyen. Les aérostiers,
atterrissent en sécurité après un vol de 10 miles dans la stratosphère. 2 scientifiques ont volé pendant 18 heures jusqu'à 52 000 pieds pour recueillir des données. Le vaisseau redescend dans le glacier du Tyrol. Le voyage est un grand succès. Toujours un grand succès, n'est-ce pas? C'est toujours un grand succès, sauf quand ça l'est pas. Un grand succès. Un vol stratosphérique. Dans une fusée très, comment dire, suggestive. Est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule? Bezos, tête de pine. Apollo 13. L'explosion d'un réservoir d'oxygène met hors d'usage le module de service Apollo, qui dans un contexte normal fournit à la fois l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la mission. Pour survivre, l'équipage se réfugie dans le module lunaire Aquarius, dont il utilise les ressources relativement limitées. Le vaisseau ne peut pas faire demi-tour et doit contourner la Lune avant de revenir sur Terre, qu'il ne peut atteindre au mieux qu'au bout de plusieurs jours. Des procédures sont mises au point par les équipes au sol pour faire fonctionner le vaisseau dans ces conditions très dégradées et conserver suffisamment de consommables, en particulier l'énergie et l'eau, pour permettre la survie de l'équipage et la réalisation des manœuvres indispensables jusqu'au retour sur Terre. Allô, Houston ? On a un problème. Dans un bon film d'action, faut un peu d'action, non ? L'enquête menée après le dénouement heureux de la mission démontre que l'accident a été provoqué à la suite d'une erreur de manipulation et de plusieurs anomalies dans la conception et la fabrication du réservoir d'oxygène. Oxygène. Une histoire d'oxygène. Oxygène. Picard raconte son histoire de voyage dans la stratosphère. Il a échappé de peu à la mort. Sauvé par le surplus d'oxygène, la paroi pressurisée de la cabine s'est mise à craquer pendant l'installation des instruments. Popular Science. À travers les hublots, les observateurs ont vu la Terre à travers un brouillard cuivré, puis bleuté. Cela ressemblait à un disque plat avec les bords retournés vers le haut. Un énorme ballon jaune s'est envolé dans le ciel il y a quelques semaines depuis Augsburg, Allemagne. Il transportait une boule pressurisée d'aluminium noir et argenté. À l'intérieur, le professeur Auguste Piccard, physicien, et Charles Kipfer, qui allait explorer l'air à 50 000 pieds de haut. 17 heures plus tard, après avoir été donnés pour morts, ils sont revenus en sécurité après avoir atteint une altitude de plus de 52 000 pieds, presque 10 000, pulvérisant tous les records d'altitude. Les réservoirs d'oxygène leur ont permis de survivre pendant qu'ils faisaient leurs observations. Les enregistrements de leurs instruments sont en train d'être vérifiés et interprétés. Étant les premiers à atteindre en sécurité les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, ils ont trouvé la pression de l'air à 10 miles d'altitude tellement basse, 1/10 de celle au niveau de la mer, qu'un homme qui y serait exposé périrait de la même façon que les poissons des profondeurs explosent à cause de leur pression interne quand ils sont amenés à la surface. Picard et son assistant ont vu que les rayons cosmiques, ces mystérieuses radiations de l'espace profond, sont beaucoup plus dangereuses qu'à la surface de la Terre. Les explorateurs ont recueilli des échantillons d'air supérieur, blue air, l'air bleu, selon ce que Picard a rapporté avoir vu, et les ont capturés dans des cylindres. L'analyse pourrait prouver sa concentration exceptionnellement riche en ozone. Le gaz d'un bleu intense étant supposément responsable de la couche supérieure ou toit radio. L'histoire de leur aventure surpasse la fiction. Pendant l'ascension, la boule d'aluminium a commencé à fuir. Ils l'ont colmatée désespérément avec de la vaseline et des morceaux de coton pour stopper la fuite. Pendant la première heure, le ballon s'est projeté à une altitude de 9 miles. À travers les hublots, les observateurs ont vu la Terre à travers une brume cuivrée, puis bleutée. Cela ressemblait à un disque plat avec les bords recourbés vers le haut. À une altitude de 10 miles, le ciel était d'un bleu profond.
d'un bleu foncé. Après avoir achevé leurs observations, les observateurs ont essayé de redescendre, mais ne pouvaient pas. Alors que leur réservoir d'oxygène s'était vidé, ils ont flotté sans but au-dessus de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie. L'air froid a contracté le gaz du ballon et les a ramenés au sol sur un glacier près de Obergurgl en Autriche. Ils n'avaient plus alors qu'1 heure d'oxygène à économiser. Mais revenons au film. Ici, nous voyons l'horizon plat. Maintenant, la courbure légère. La courbure légère est le dôme qui retient les eaux d'en haut. Une explosion, la nacelle s'envole. La courbure comme vue du hublot des capsules Apollo. Et le soleil qui ressemble à un projecteur très proche. De nouveau la courbure exagérée, comme vue d'un objectif fisheye. Et le soleil très proche, au-dessus, en dessous. Les eaux du dessus. Un œil, l'œil qui voit tout, le soleil. Le dôme. De la pluie ou des étoiles. De nouveau les eaux du dessus, comme le fond des océans. La nacelle percute le dôme et le fait exploser. De nouveau, la courbure. Que voit-il? À part un horizon plat. On aurait dit un disque plat, avec les bords recourbés vers le haut. Et le soleil si proche. On aurait dit un disque plat, avec les bords recourbés vers le haut. Qu'est-ce qui te fait marrer, Auguste? Un disque plat? Tu veux dire un cratère? Un cratère?
Ce personnage-là, Auguste Piccard, on nous dit que c'est le modèle du professeur Tournesol. Un pendule de Foucault? Tourne-sol? Tourne-sol? Le soleil tourne? Il ressemble aussi au premier astronaute belge, à moins que ce ne soit le contraire, n'est-ce pas? Et au fait, vous avez vu la couleur de sa combinaison? Un hasard, bien sûr. Mais continuons, voulez-vous? Voici Jean-Luc Picard. Mais non, c'est pas le petit-fils, c'est le capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek. Vous savez, Star Trek? Bon, Star Trek, c'est américain, mais le capitaine Jean-Luc Picard est assurément un Français. Jean-Luc... Jean-Luc? Jean-Luc... C'est pas sérieux. Jean-Luc? À propos de prénom, son prénom à l'Auguste Piccard, c'est pas Jean-Luc, c'est Auguste. On continue? L'ascension historique a lieu, en tout cas la publication de l'ascension historique a lieu au mois d'août. Le mois d'août, en anglais, en allemand et dans beaucoup d'autres langues, c'est August. Auguste. C'est drôle, non? Ils sont marrants, ces Picards. Enfin, lui, en l'occurrence, n'est pas Picard, il est suisse, mais décoré de la Légion d'honneur française, de l'ordre de Léopold belge, et il a donné son nom à des rues en Suisse, en Belgique, en France, en Allemagne et au Canada. Rien que ça. Un homme du système, dites-vous? Alors, voyez un peu comme l'homme qui est le premier dans la stratosphère et dont les propos rapportés disent c'était comme un disque plat avec les bords recourbés vers le haut, devient le premier homme à avoir vu de ses yeux la courbure de la Terre. Marrant, non? Solar Impulse, l'avion solaire vu par l'ESGE, une école suisse. C'est leur site, sur lesquels on trouve un petit historique de la famille. Auguste était un physicien suisse. Il est le frère jumeau de Jean Piccard, le père de Jacques et le grand-père de Bertrand. Et ce fut un ami de Einstein et de Marie Curie. Tiens, Jacques Piccard. Il fait ses études d'économie, d'histoire et de physique à Genève et ira à l'université de Bâle. Il devient océanographe suisse. C'est pas une blague, hein? Il devient océanographe suisse. Dans le lac de Genève, peut-être, hein? La marine des USA, qui achètera le sous-marin, Trieste, au Picard, lui demandera d'explorer la fosse des Mariannes, plus exactement dans la fosse Challenger, au large des îles Mariannes, à 320 km de l'île de Guam, pour s'assurer qu'il n'y a aucune vie au fond, pour mettre des matériaux radioactifs. Ah oui, c'est des écolos, les Picards, j'oubliais. Exploit, à 8h le 23 janvier 1960, Jacques Piccard est le lieutenant américain de la Navy, on ne sait même pas son nom, on s'en fout, s'installe dans une sphère. Encore une sphère? Monsieur Jacques. Dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. On peut dire réellement, sérieusement, aujourd'hui que l'humanité est menacée. Oui, certainement. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera le plus à quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Ça c'est difficile.
Eh bien, ce qu'on peut dire, je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui est un des groupes de savants de très haut niveau, vraiment extrêmement modérés et prudents et précis dans leur méthode de travail, qui ont travaillé avec le MIT, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology de Harvard, Boston. Parfaitement. Et ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie et précisément dans ce domaine de prospective pour tâcher de voir un petit peu combien de temps on pouvait courir sur notre lancée actuelle. Et ils ont mis le programme, enfin ils ont programmé, si vous voulez, tout ceci sur des ordinateurs et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes, les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution et la production d'alimentation. Et ils ont mis ceci, si vous voulez, je schématise un petit peu parce qu'on ne va pas consacrer trop de temps maintenant, ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur, c'était HAL? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Notez bien que ces 2/3, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles chez les animaux, quand il y a des explosions de population chez les insectes ou chez les fameux lemmings, vous savez, ces petits rongeurs, etc., ou même chez des cerfs, des chevreuils, etc., on retrouve ce même chiffre. À peu près les 2/3 de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Mais est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique? Oui, attendez, vous allez voir, il faut continuer un petit peu ceci. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps? Totalement insuffisant, 2030, même catastrophe. Alors ils ont fait varier tous ces différents facteurs et toujours, quelles que soient les façons dont ils aient trouvé, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc, toujours, quelles que soient les façons dont ils aient trouvé, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc une réduction de la population d'à peu près les 2/3 pour toute la Terre. Ah ouais. C'est peut-être une solution, non? Oui, on va y arriver, vous allez voir. Si on est dans le dernier tiers. Bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers, ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000, on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements. Et vous voyez notre société de consommation, ce qu'elle va faire. Réduire les investissements de 40%, réduire la pollution de 50%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Von Braun, Hergé, Einstein, Curie, les explosions nucléaires américaines, la destruction de l'humanité. Ils sont sympas ces Picards, non? Et puis eux au moins, ils passent facilement à la télé. Regardez. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. D'abord d'un mot, comment préférez-vous être présenté? Un explorateur, un aventurier, un aéronaute ou bien un psychiatre, puisque c'est votre formation initiale? Moi, je suis psychiatre à l'origine, je suis médecin, c'est ça qui fait que je m'intéresse beaucoup à la qualité de vie sur cette planète. Très engagé dans la défense de l'environnement, dans la cause écologique. Nous sommes au premier jour d'une nouvelle année. La précédente, 2019, n'a pas été extraordinaire sur le plan environnemental. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, les rapports alarmants se multiplient. Vous savez, si on ne fait rien, la température de la planète va monter sans arrêt. Si on fait quelque chose, mais pas assez, ça montera de 5 degrés. Et si on fait tout ce qu'il faut, ça montera d'1,5 degré. Et c'est Hal qui lui a dit? Mais c'est vrai que c'est trop tard pour que ça monte pas du tout. 1,5 degré, c'est vivable. 5 degrés, c'est pas vivable. Et si ça monte plus, c'est simplement impossible de faire survivre l'espèce humaine. Impossible de faire survivre l'espèce humaine. Impossible de faire survivre l'espèce humaine. Ils sont payés pour nous foutre les boules ou quoi? Télé, journaux, ils sont partout. Ce sont ces mêmes publications qui nous soufflent le chaud et le froid. C'est plat, c'est creux, c'est bombé.
c'est rond. Jolie petite capsule, n'est-ce pas? C'est trop mignon. Et pour finir en beauté, la première ascension. Le 27 mai 1931 à Augsbourg, Allemagne. Il s'élève en ballon libre dans la stratosphère avec son assistant. Augsbourg, ville universitaire et industrielle, Augsbourg est le chef-lieu du district de Souabe, Schwaben, en Bavière, et le siège d'un diocèse catholique, apprend-on. Fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ par l'empereur romain Auguste, d'où elle tire son nom, Augsbourg est l'une des plus vieilles cités allemandes. Ah bon? Pendant des siècles, son influence politique, religieuse et financière se propagea sur l'ensemble du continent européen. Ça alors? Une capitale royale? La Souabe? Schwab? Non, vous vous moquez de nous. Augsbourg. Ses palais, ses églises et son hôtel de ville reflètent son âge d'or, lorsqu'elle était au XVe et XVIe siècle une ville de premier rang en Europe. Son nom vient du latin Augusta Vindelicorum, une ville royale pour ainsi dire. Oh là là! Putain, mais c'est Versailles! Et si je vous dis Augsbourg, vous me dites... Cité étoile, bien sûr. Et oui, évidemment. Comme ville historique, il ne pouvait en être autrement. Regardez, bien sûr, le tracé a été effacé. Mais on voit les restes de l'ancien fortin, le petit château, la salle dorée, les plafonds à caissons, et les fontaines, la fontaine d'Auguste. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais une recherche et je vois que c'est recouvert d'une pyramide à 4 pans. La fontaine d'Hercule, elle, a 6 pans. Sans blague. Et si je vous dis Augsbourg, cité étoile, cité thermale, fontaine, vous me dites... Grandes orgues, bien sûr. Voici l'orgue. Et si je vous dis cité étoile, grandes orgues, vous me dites horloge astronomique. Il n'y en a pas à Augsbourg. Il n'y en a pas à Augsbourg. Mais gardez bien, si je ne l'ai pas trouvée, c'est parce qu'elle a été détruite. Heureusement, il y a des historiens qui font leur boulot. Les horloges astronomiques disparues à Augsbourg, Allemagne, Bavière, la cathédrale de la Visitation, l'horloge astronomique de 1594, la cathédrale de style roman, 11e siècle avec des parties gothiques du 14e siècle. Elle constitue l'attraction touristique principale de la ville. L'ancienne horloge astronomique de la cathédrale d'Augsbourg, les parties inférieures. Auguste Picard, Augustus Vindelicorum, Auguste, Augsbourg, l'empereur Auguste, cité étoile, ses remparts et sa citadelle disparus. Son horloge astronomique, disparue, ses fontaines dédiées aux dieux romains et les restes de sa magnificence de ville royale. Et un ballon, une capsule qui s'élève vers le dôme. Le professeur Tournesol et la cité étoile. Le professeur Tournesol et la cité étoile. À suivre, n'est-ce pas?